à ce troisième épisode du FME World Tour 2020, l'édition Restez à la maison pour cette année compte tenu des circonstances. Alors, le sujet d'aujourd'hui, les systèmes connectés et la transformation des données. La présentation sera faite par notre expert Félix. Cette présentation-là sera faite en deux parties. Donc, à la fin de chacune des parties, on pourra faire une période de questions. Je vous invite tout au cours de la présentation à indiquer vos questions dans la section Q&A qui se trouve à gauche de l'écran. De cette façon-là, on pourra les accumuler et à la fin de la première partie, Félix pourra y répondre lorsque je vais lui faire part de vos questions. Avant de passer la parole à Félix, j'aurais juste une petite annonce à vous faire. Vous avez été nombreux à voter pour le prix FME Excellence 2020. Alors, on vous en remercie. Et puis, maintenant, c'est le temps de passer au dévoilement. Alors, le gagnant pour cette année, compte tenu des votes de celui qui a récolté le plus de votes, est la Ville de Sherbrooke. Alors, on félicite la Ville de Sherbrooke avec son projet de système de gestion des pannes de Hydro-Québec. On remercie également tous les autres participants. Ce fut très enrichissant pour tout le monde. Et puis, on vous remercie d'avoir participé à ce concours-là. Alors, tout au long, n'hésitez pas pour vos questions. Félix prendra le temps d'y répondre. Alors, de ce pas, je cède la parole à notre expert Félix. Merci beaucoup, Josée. Bonjour à tous. Content de vous retrouver pour cette autre édition du World Tour FME 2020. Restez à la maison. Je suis accompagné de notre collègue Betty, juste à côté. Je ne sais pas si elle est capable ou pas. La webcam est configurée un peu étrangement sur le laptop, mais c'est pas grave. L'important, c'est le contenu que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'ai combiné deux présentations de Safe Software au niveau des systèmes connectés et de la transformation de données. Il s'agit de sujets que je trouvais vraiment intéressants à partager avec notre audience plus québécoise ici. Donc, il existe d'autres présentations de Safe Software qui vont rendre disponibles au mois de juin, une fois qu'ils vont les avoir toutes éditées et travaillées. Donc, je crois qu'ils vont envoyer un courriel de suivi là-dessus. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur par exemple, les histoires FME around the world ou je ne sais pas s'ils vont vous présenter les activités brise-glace ou de fin de journée. Mais bon, donc aujourd'hui, on va parler de systèmes connectés et transformation de données. Tout en restant dans le thème du SPA, qui était le thème prévu pour le FME World Tour 2020. Donc, j'ai traduit les diapositives tout en essayant de rester le plus possible dans l'ambiance du thème de l'année. Donc, l'idée vraiment, c'est que FME peut apporter la paix d'esprit ou la tranquillité par son efficacité ou par tous les outils, les options qui sont disponibles pour nous. Comme tout d'abord, on va parler justement des systèmes connectés en quelques étapes. Donc, connecter des systèmes dans FME est aussi simple que se connecter à la relaxation dans un spa. On va voir un peu comment faire ça. Donc, comment connecter FME au système de votre entreprise. On va parler d'Internet des objets et FME, un sujet qui m'intéresse particulièrement. Également, je vais vous décrire un peu plus le projet dans quelques instants. Tout ça est lié chacune des étapes. Donc, une fois que l'Internet des objets est lié avec FME, on va parler du REST API d'FME Server. On va parler de masser votre entrepôt de données. Donc, comment on peut l'utiliser dans FME. Et puis, comment lier toutes ces étapes-là ensemble afin que ce soit FME qui nous guide dans cette expérience. Petite citation ici qui s'applique bien du moins à l'objectif derrière FME, derrière ce qu'on veut d'un outil en général. Le test de la machine est le niveau de satisfaction qu'elle vous apporte. Il n'y a pas d'autre test. Si la machine vous apporte la tranquillité, elle a réussi. Donc, on espère que FME puisse vous apporter la même tranquillité d'esprit une fois que vous avez réussi à intégrer les différents systèmes et à les connecter ensemble en harmonie. Donc, FME est l'entreprise ou le enterprise en anglais. Donc, FME, c'est une solution qui est généralement connue des départements de géomatique ou de systèmes d'information géographique. Par contre, elle s'intègre vraiment bien dans l'organisation plus large.
Donc, que ce soit le asset management ou la gestion d'actifs, l'Internet des objets, les CRM, d'autres systèmes, finances, ressources humaines, la panoplie de formats que FME peut traiter ou manipuler permet d'intégrer plus loin que juste la géomatique les différents systèmes qu'une organisation peut avoir. Donc, c'est un peu de ça qu'on parle quand on veut parler de systèmes connectés. Donc, le projet que je vais présenter dans la première partie de la présentation d'aujourd'hui, donc, c'est un projet qu'ils ont fait à la maison chez Safe Software directement, qui ont migré de bureau l'année passée, je crois, ou il y a un an et demi à peu près. Donc, communiquer à FME via l'Internet des objets ou IDO, ou le Internet of Things en anglais. Donc, le contexte, ils ont une nouvelle salle de serveur. Donc, bien que le lézard FME apprécie la chaleur et l'humidité du sauna, il est fort probable que la salle de serveur ne l'aime pas. Donc, effectivement, c'est tout le temps frais et sec une salle de serveur pour que ce soit bien opérationnel. Donc, l'objectif, ils avaient des problèmes au début, justement, de chaleur surélevée. Pour une salle de serveur, du moins, ça causait des problèmes, des ralentissements. Donc, ils ont voulu installer un capteur de température pour monitorer ou faire le suivi de la température et pouvoir soumettre des demandes au asset management, donc Maximo de IBM, pour qu'ils puissent soit descendre la température ou venir faire un entretien si nécessaire. Et ils se sont dit, mais pourquoi on ne pourrait pas utiliser FME pour s'aider là-dessus? Ça va nous aider à faire une preuve de concept là-dessus. Donc, je vais vous en parler un peu plus. Ils ont donc installé le capteur de température dans l'objectif de transmettre l'information à FME serveur. Et si la température est trop haute, la requête sera envoyée à l'outil Maximo. Toutes les données sont collectées et également envoyées à la base de données Snowflake, qui est une base de données cloud, afin qu'ils puissent se rafraîchir finalement. Un petit jeu de mots avec la base de données Snowflake, qui est un nouveau format pour cette année. Donc, tout d'abord, FME et les webhooks. Qu'est-ce qu'un webhook? Un webhook, c'est un outil qui permet d'envoyer des messages automatisés à d'autres applications en temps réel. Donc, c'est également une nouveauté qui s'en vient sur FME Server 2020. Je ne sais pas si elle est sortie précisément, mais je sais que ça s'en vient. C'est un nouveau trigger dans les automations. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu qu'FME Server aille chercher l'information à la source, donc se connecter à une base de données, l'information est reçue directement à FME Server. Donc, par exemple, en cas différent de l'exemple d'aujourd'hui, un workspace qui serait déclenché lorsqu'un formulaire est soumis sur Survey 123. Donc, on pourrait utiliser les webhooks pour déclencher le workspace directement. Pourquoi c'est intéressant? C'est que les webhooks, c'est tout le temps des petits messages ou généralement des petits messages, souvent en format JSON. Et puis, c'est ce qui va être utilisé pour depuis le Raspberry Pi qui est intégré ou du moins qui va supporter le capteur de température dans notre projet. Donc, c'est un peu comme ça que l'information est acheminée. Sur FME Server, les webhooks se trouvent dans la portion des topics. Donc, on peut créer les topics et le webhook va être généré automatiquement à partir de ça. Donc, si on s'en va dans la portion, là, c'est sûr que c'est pas directement dans les automations, mais c'est plus si vous avez FME Server avant 2019, et même maintenant, on peut toujours les retrouver là, dans la portion, le nom m'échappe, avant ça s'appelait la portion notification, vous pouvez aller consulter les topics. Donc, quand on crée un topic sur FME Server, il y a un token qui est généré et qui va pouvoir supporter le webhook, ou du moins qui va le créer afin qu'il soit accessible via un outil externe. Donc, tous les topics en créent et le token, c'est ce qui va assurer la sécurité de la communication sur FME Server. Donc, une fois que le token est créé, ça nous génère un URL. Donc, à partir de cette URL-là, donc l'adresse web, c'est ça le webhook en fait. Donc, une fois qu'il y a le token, ben, il est valide et l'application externe peut communiquer avec FME Server via un webhook, justement. On communiquait avec FME via l'Internet des objets.
Donc ça, c'est la configuration qu'ils ont utilisée. Il y a un breadboard où, je viens de trouver le mot en français, ça s'appelle une platine d'expérimentation ou platine de prototypage. Donc, le petit morceau en bleu que vous voyez, c'est le capteur de température qui a été installé et puis qui est branché sur la platine ou sur le breadboard. Et les câbles sont connectés avec un Raspberry Pi. Donc, le Raspberry Pi, c'est un petit outil qui peut ressembler un peu à un mini ordinateur ou un mini contrôleur. On peut installer des programmes sur un Raspberry Pi et ça peut se connecter sur Internet. Donc, c'est ce qui va faire le relais entre notre capteur de température qui fait juste monitorer la température et pouvoir se connecter à Internet afin de communiquer avec le webhook de FME Server. Donc, c'est là que le pont s'introduit. Par contre, il y a un programme qui doit être développé pour ça. Donc, c'est un petit script Python qu'ils ont monté. Vraiment simple. Donc, il y a beaucoup, pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup de documentation sur les Raspberry Pi en ligne. Donc, vous pouvez vous monter vous-même aussi vos petits gadgets et essayer de les connecter avec FME Server. Donc, ce que le programme il fait, il cherche à envoyer l'information concernant la température et le niveau d'humidité à chaque 5 secondes à FME Server pour avoir un suivi assez régulier et pouvoir intervenir rapidement. Et là où le webhook est intégré, c'est dans le topic URL ici. Donc, cette portion-là permet d'envoyer l'information qui va être retournée du code venant de l'information du sensor à FME Server. Donc, la partie un peu qui est en jaune au milieu de l'image, c'est le webhook qui est intégré dans le code ici. Donc, une fois que la connexion est faite via le webhook, l'information de la température est envoyée à chaque 5 secondes à FME Server. Et puis, on va voir par après, il y a un workspace qui va traiter l'information. Et si ça dépasse la tolérance qui a été définie, alors là, on va déclencher une autre série de processus pour soumettre la requête de travail à Maximo ici. Les webhooks peuvent être utilisés dans d'autres cas aussi. Donc ça, c'est une petite diapositive venant des présentations FME Around the World. Il y a la ville d'Oshkosh, c'est au Wisconsin, je pense, qui a fait un projet pour le suivi des leads ou du moins des nouvelles informations pour une équipe qui s'appelle le Child Abduction Response Team ou le CART. Donc, c'est s'il y avait des enlèvements d'enfants. Ils ont une application qui s'appelle le Leads Tracker. Ils voulaient intégrer les données provenant du Leads Tracker sur ArcGIS Online. Et ils ont réussi à utiliser les webhooks en arrière-plan pour mettre à jour la cartographie le plus rapidement possible au lieu d'un processus qui avait lieu manuellement auparavant. Donc, ils ont éliminé les états manuels de cartographie. Il y a également des marqueurs latitude, longitude qui ont été générés automatiquement et qui sont chargés dans ArcGIS Online en quelques secondes. Et puis, ça permet aux utilisateurs du CART et des autres dirigeants de la ville de pouvoir prendre des décisions en temps réel et déployer rapidement les ressources de sauvetage. Donc, là, il y a une petite citation à droite qui explique rapidement l'appréciation d'un des utilisateurs. Donc, FME met à jour, une petite faute de frappe ici, automatiquement les données spatiales en quelques secondes, comparativement au processus manuel qui prenait beaucoup de temps. C'est l'élément qui manquait à notre projet. De retour à notre projet, ou du moins au contexte de l'Internet des objets, il va y avoir quelques améliorations, du moins nouveaux éléments qui vont s'ajouter à FME prochainement. Donc, d'autres connecteurs pour l'Internet des objets, Apache Kafka, le Google PodSub, IBM Watson IoT, MQTT et le Webhook Trigger. Donc, au lieu de passer par les topics sur FME Server, on pourrait les intégrer directement via les automations dans FME Server. Et puis, ça devrait découper ou parser le JSON dans les automations directement. Comment intégrer des applications via le REST API de FME? On a fait un webinaire il y a quelques semaines pour le REST API de FME Server. Si ça vous intéresse, je vous invite, c'est mon collègue Patrick qui l'a fait à la mi-avril, je pense. Ça devrait être disponible sur notre site web.
Donc, si ça vous intéresse un peu plus de savoir comment le configurer, je vous invite à aller le voir. C'est plus technique comme présentation. Je vais passer un peu plus rapidement dans ce cas-ci. Mais pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'un REST API, c'est deux mots. Donc, le premier mot, le API, c'est Application Programming Interface. Donc, c'est une manière de programmer ou d'utiliser des outils d'une application en langage qui est autant lisible par l'humain que par la machine, un peu comme le format JSON qui est souvent appliqué pour les API. Et quand c'est un API REST, ça veut dire qu'il est accessible via des requêtes HTTP ici. Donc, je garde ça vraiment simple ici. Je ne suis pas expert directement dans les REST API, mais pour comprendre comment l'utiliser, donc le REST API, ou du moins ce que vous voyez sur la portion REST, c'est l'URL vers notre outil. La portion Maximo, c'est le nom de notre outil. On va appeler une portion qui s'appelle le work order. Donc, on veut créer un nouveau work order ou une requête de travail. Et puis, spécifiquement sur une de nos salles qui est la salle des serveurs. Le JSON, c'est le message dans le format JSON qui va être envoyé, qui va ressembler un peu à ce qu'on pourrait avoir dans un, si j'y vais en termes de mots géomatiques, description et asset, c'est les attributs, et overheating et server room, c'est les valeurs. Donc, on envoie des conditions ou du moins des informations spécifiques découpées en attributs et valeurs, ce qui fait que c'est assez simple à comprendre quand on le lit d'un coup. Et puis, la portion de parse, donc c'est un terme qui va revenir souvent, c'est découper un code ou une phrase en morceaux utilisables. Donc, ce qui va être important pour que le JSON soit compris correctement par l'outil à la fin. Avant d'effectuer un appel REST dans FME, il y a quelques éléments qui sont à prendre en considération. Ça, c'est valable pour tous les API. Donc, premièrement, quelle est la méthode HTTP qui va être utilisée? Est-ce que c'est une information qu'on veut aller chercher ou c'est une information qu'on veut aller pousser dans l'API, donc on veut envoyer? C'est des méthodes qu'on appelle différentes. Donc, ça va être un GET ou un POST sur l'HTTP. Mais la question à se poser, dans le fond, c'est est-ce que je vais aller chercher une donnée ou je vais en envoyer essentiellement? Et deuxièmement, quelle information doit être envoyée dans la requête et comment? Est-ce qu'on veut l'envoyer via des headers dans la requête HTTP ou query string parameters ou le request body? C'est des éléments différents qu'on peut configurer. Vous allez voir dans la prochaine diapositive. Oups, je vais revenir. Dans le HTTP Caller, qui est l'outil j'ai fait le plus utilisé pour travailler avec les REST API dans FME. On a HTTP Caller ici qui fait des requêtes HTTP. Et puis, est-ce que finalement, la requête nécessite une autorisation? Donc, dépendamment de l'outil ou du REST API sur lequel vous voulez vous connecter, ça se peut qu'il vous demande un nom de compte et un mot de passe. Donc, si c'est le cas, il faut quand même le prendre en considération, mais il y a des éléments, des paramètres dans le HTTP Caller qui nous permettent de les intégrer. Donc, il y a également une petite image du JSON templater qui va nous permettre de construire un JSON bien formaté pour la requête sur le HTTP. Donc, pour ceux qui n'ont pas utilisé le HTTP Caller, c'est une capture d'écran du database joiner ici. Donc, on est à la première étape de la demande de service ou du workspace. Donc, si je reviens un instant, on part de notre capteur de température qui va envoyer l'information par le webhook sur FME Server. L'information va être en format JSON ici. Donc, la première étape, c'est de lire la donnée de température qui va être retournée par FME Server. Ensuite, la deuxième étape, c'est de déterminer l'information vient de où. Donc, si on avait plusieurs capteurs de température installés à travers notre bureau ou à travers notre organisation, on voudrait déterminer il s'agit de quelle salle, par exemple. Donc, l'exemple qui simule ici, il y a un transformer qui s'appelle le database joiner qui va comparer l'information qui est retournée du
du JSON au niveau de l'attribut send_name pour déterminer précisément c'est quelle salle et peut-être venir joindre de l'information supplémentaire à la requête qu'on va envoyer par après. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est créer des attributs pour le corps de la requête ou le request body ou le contenu de la requête, si je peux dire ici. Donc, une partie de l'information va venir du JSON et une autre partie va venir du database joiner, donc l'information sur la salle. Avec l'attribut creator, on va créer des attributs qui vont être utilisés dans la construction de notre requête JSON pour envoyer à Maximo. Donc, par exemple, ici, dépendamment de la température, mais là, il y a des tests conditionnels qui sont créés dans l'attribut creator pour déterminer le message qu'on va envoyer. La requête JSON est construite via le JSON templater. On pourrait la créer manuellement avec l'éditeur de texte dans l'attribut creator, mais il y a des outils, des transformers qui sont disponibles pour nous assurer qu'on n'oublie pas des parenthèses ou des guillemets précis à les endroits pour que la syntaxe soit bel et bien valide ici. Donc, j'ai la liste en mauve de des noms d'attributs. Et puis, tout ça est construit pour nous via le JSON templater. Et finalement, le HTTP caller ici. Donc, c'est là qu'on crée la demande de service. Donc, en 3 étapes. Le 1, c'est peut-être écrit un peu petit, là, c'est la méthode HTTP, un post. Donc, on envoie la requête. Ensuite, upload body, c'est un attribut donc, qui a été créé par notre JSON templater. Et puis, finalement, la 3e étape, c'est la méthode de connexion d'authentification. Une connexion web cette fois-ci. Donc, de la même manière qu'on se connecte à une base de données ou à d'autres services web dans FME, on peut utiliser, quand on va dans l'option Tools, FME Options, on peut enregistrer nos noms d'utilisateurs et de mots de passe de manière sécurisée pour ne pas avoir à les rentrer manuellement à chaque fois qu'on veut faire une connexion à un service ou à une base de données. Donc, cette fois-ci, avec le HTTP caller, on a enregistré nos informations de connexion pour Maximo. Et c'est la Web Connection qu'on utilise. Donc, on est prêt à envoyer ça ici. À la fin, on envoie l'information avec le writer Automations qui est juste à la droite, juste ici, qui va pouvoir être utilisé par après dans FME Server pour envoyer la notification. Petite parenthèse sur le FME Hub, donc plusieurs outils qui sont disponibles. L'outil de gestion d'actifs Maximo a des custom transformers qui ont été développés et qui sont partagés sur le FME Hub. Donc, si jamais c'est un outil que vous utilisez, vous pouvez tester les Maximo Object Updater ou Object Querier pour travailler avec la donnée et aller chercher l'information dans cet outil-là. Donc, une fois qu'on a traité la donnée, que la requête est faite, comment on fait pour intégrer ça de manière douce et conviviale à votre base de données ou entrepôt de données? Donc, FME travaille très bien avec les bases de données si vous n'êtes pas déjà au courant là-dessus. Et ce qu'on veut faire, c'est de rendre la synchronisation la plus simple et la plus conviviale possible. Donc, FME, avec la panoplie de comment lesquels peut se connecter, va se connecter probablement à votre base de données. Il y a également un grandissant de support pour les solutions de cloud comme Snowflake. Et avec les automations, la synchronisation et l'automatisation sont plus simples que jamais. Donc, la synchronisation automatisée. Donc, une fois que la donnée est traitée depuis notre sensor et qu'on peut faire préparer notre requête pour Maximo, on voulait aussi également archiver cette information-là pour des débuts de consultation ultérieures. Mais vu que c'est des requêtes à chaque 5 secondes, on ne voulait pas faire des commits nécessairement, du moins Slack ne voulait pas faire des commits directement à la base de données officielle ou finale de la compagnie sur Snowflake. À ce moment-là, ils ont fait un entreposage temporaire. Mais on va en parler un peu plus à la prochaine diapositive.
Donc, avec FME, la configuration des enregistrements était faite de manière réactive. Donc, à chaque 5 secondes, l'information rentrait et on la stockait quelque part. On a également construit des rapports de traitement pour monitorer le processus et le débogage. Une fois que ça c'est fait, il y a un processus de synchronisation qui est basé sur un horaire ou des cédules vers l'entrepôt de données central. Et c'est ce qui fait que nos applications sont intégrées d'abord. Donc, on a un petit symbole de plusieurs sources de données et avec FMO, on envoie ça dans Snowflake, qui est notre entrepôt de données central ici. L'entreposage temporaire se faisait ici avec le format SQLite, donc une base de données, et qui allait conserver également l'information sur la date et l'heure à laquelle l'entrée allait arriver, en plus de l'information de la température et de l'humidité. Donc, tout ça, ça rentrait au courant de la journée, et c'est ce qui était dans l'entreposage temporaire. Et si je me souviens bien, la base de données temporaire était vidée à tous les jours une fois que la synchronisation avec la base de données centrale était faite. Donc, elle pouvait rester dans les dossiers d'FME serveur. Et puis, c'était simple à intégrer de même. Maintenant, une fois par jour, il y avait l'entreposage à long terme qui pouvait arriver via le format Snowflake. Donc, on allait chercher l'information dans notre base de données sur SQLite qui avait été accumulée au courant de la journée. Et puis, on envoyait ça finalement dans Snowflake. Donc, si on remonte à un petit niveau, comment tout a été lié ensemble ici? Le processus d'Internet des objets et FME à haut niveau. Donc, on avait les données entrantes qui venaient du capteur, qui ont été envoyées via des webhooks à FME Server. Et il y a un workspace sur FME Server qui décortiquait le retour JSON et qui construisait une requête pour Maximo, le cas échéant si la température était trop élevée. Et puis, simultanément à ça, on enregistre les données dans une base de données temporaire qu'on accumule au courant de la journée et on synchronise le tout vers l'entrepôt de données central ou officiel sur Snowflake à la fin de la journée sur une cédule ici. À quoi ça ressemble dans les automations avec FME Server? Petite capture d'écran ici. Donc, en 3 parties, le traitement, la notification et puis l'entreposage. On va zoomer un petit peu plus sur chacune de ces étapes-là ici. Première portion, c'est de recevoir l'information et de la traiter. Donc, l'information du capteur venait via le webhook FME Server, donc le topic ici. Le premier workspace traitait la donnée et faisait un filtre sur la température. Si la température était trop haute, alors on envoyait ça. Là, cette fois-ci, c'est un autre workspace qui créait la demande à Maximo et qui va aller dans la portion de notification par après. Si la température était correcte, on n'avait pas besoin de faire la demande à Maximo pour venir régler le problème dans la salle des serveurs. La notification était gérée par ce qu'on appelle les External Applications, donc le petit carré en bleu ici. C'est un courriel qui est envoyé à Maximo ici, avec l'information qui se trouve dans le email body et qui est venue du Writer Automation. C'est la petite portion que vous voyez en dessous du carré orange qui représente le workspace. Le petit port en dessous avec le triangle, c'est le Writer Automation, qui peut envoyer de l'information à FME Server pour être utilisé justement dans notre notification courriel ici. Donc, bien formaté en HTML pour que ce soit plus agréable à lire. Maintenant, pour l'entreposage, on avait le workspace qui envoyait ça, qui écrivait ça dans SQLite. Ici, pardon. Il y avait également des logs qui étaient conservés sur FME Server sur le processus pour s'assurer qu'il roule bien. Et puis, il y a également une cédule, donc une autre partie à notre automation qui est séparée. Donc, une fois par jour, on avait notre workspace qui faisait la migration des données de SQLite sur FME Server. Et puis ici, c'est un exemple des logs qui pourraient être générés ici pour confirmer que tout a bien été.
Il y a des petits liens ici que vous pourrez suivre par après si vous voulez un peu plus d'informations sur les automations et puis sur la notification avec le email Maximo et Snowflake. Et puis également d'autres ressources si jamais vous êtes intéressé par ce qui a été présenté dans cette première partie. Donc, Josée, est-ce qu'on a des questions pour la première partie? Non, Félix, pour le moment, on n'a aucune question. Alors, j'invite les gens, si jamais il y a quelque chose qui vous vient en tête un peu plus tard, pendant que Félix va faire sa deuxième partie, n'hésitez pas à nous inscrire vos questions et on pourra répondre à tout ça à la fin de la deuxième présentation. Oui, exactement. Si jamais c'est des questions aussi de la première partie, on va pouvoir y répondre aussi. Il n'y a pas de problème. Merci, Josée. Oui. Donc, deuxième partie ici. Des transformations de données qui vous transporteront, ou peut-être que j'aurais changé ça pour qui vous inspirent. C'est vraiment des termes qui étaient liés au SPA. J'ai essayé de rester fidèle au thème de la présentation. Donc, c'est encore une fois des idées pour vous inspirer que je vais vous présenter dans cette portion-là. Peut-être des exemples qu'on utilise un peu moins, mais qui vont également présenter des nouveautés, des manières de travailler avec FME qui sont peut-être un peu soit avant-gardistes ou du moins qui peuvent donner des idées pour vos projets. Donc, ce qu'on va voir, donc voir le monde avec un nouveau regard, on va parler de vision par ordinateur ou de computer vision, comment traiter les factures PDF avec FME, donc moins se préoccuper de nos factures parce qu'on peut automatiser les traitements. Utiliser R, donc un logiciel très utilisé pour les statistiques et la recherche. Également, une nouvelle lumière sur la réalité augmentée. Donc, pour ceux qui étaient là dans les dernières éditions du World Tour, il y a une application FME mobile qui s'appelle FME AR pour Augmented Reality qui permet de voir des données en réalité augmentée sur nos appareils mobiles. Il y avait également un chapitre sur les environnements de jeux électroniques, donc les gaming environments, et un volet sur la photogrammétrie. Malheureusement, ce n'était pas tout à fait au point au moment où j'ai préparé la présentation d'aujourd'hui. Donc, je ne vous présenterai pas les deux derniers points, mais ils devraient être disponibles dans la présentation de SAFE une fois qu'elle va être partagée au mois de juin. Donc, on va se concentrer sur les 4 premières pour aujourd'hui. Donc, la vision par ordinateur, ou le computer vision, ça fait partie de ce qu'on appelle de l'apprentissage machine ou le machine learning. La documentation est tellement en anglais, ou du moins celle que je consulte, que je veux bien les traduire pour les besoins de ma présentation, mais je ramène tout le temps le mot anglophone au cas où que je l'ai pas bien traduit ici. Donc, l'apprentissage machine, c'est l'objectif, ou ce qu'on va parler aussi d'intelligence artificielle, c'est de pouvoir permettre à une machine de comprendre l'information et d'en dégager des tendances. Quand on va parler de vision par ordinateur, on a l'objectif, dans toute cette optique-là, d'aider l'ordinateur ou la machine à voir et à comprendre ce qu'il y a dans une image. Donc, il y a des nouveautés, c'est arrivé l'année passée, des nouveautés sur le computer vision et sur l'intégration de transformers dans FME qui font du machine learning. Il y a une question qui avait été posée de manière récurrente à SAFE, c'est si la vision par ordinateur pouvait être utilisée avec des données géospatiales. Donc, ils l'ont testé. Et voici ce que je vais vous présenter dans le fond, comment ça s'utilise. Donc, l'idée avec la vision par ordinateur et généralement avec l'intelligence artificielle aussi, c'est qu'on doit entraîner un algorithme à reconnaître des patrons ou des patterns sur une image ou sur la donnée source qu'on voit. Donc, plus on fournit d'échantillons ou d'exemples, plus l'algorithme est entraîné et plus on peut s'attendre à ce que le résultat d'analyse soit meilleur par après. Donc, en entrée, il faut d'abord entraîner l'algorithme et il faut lui donner beaucoup de données sources pour qu'il puisse mieux comprendre et mieux traiter les images par après. Ensuite, on peut utiliser FME pour se connecter à un outil de vision par ordinateur qu'on va voir un peu après.
on l'entraîne et ce qui va en ressortir, c'est un fichier XML qui va être dans le fond le résultat de l'algorithme et qu'on va pouvoir réutiliser dans FME par après pour essayer de détecter les objets qu'on essaie de trouver dans les images ici. Donc ça, la première partie, c'est d'entraîner l'algorithme. La deuxième partie, c'est d'appliquer ou d'utiliser la vision par ordinateur sur nos images. Donc là, en entrée, on va avoir les images sur lesquelles on veut que FME applique ou utilise la vision par ordinateur et on va utiliser FME par la suite pour appeler les outils de vision par ordinateur, incluant le fichier XML résultant de l'entraînement de l'algorithme. Et on peut s'attendre à la sortie à l'image originale, mais avec des rectangles autour des objets qu'on cherchait à trouver. Donc, la vision par ordinateur a été testée pour détecter les voitures sur une photographie aérienne ici. Donc, l'idée, c'était justement de pouvoir entraîner l'image à reconnaître les voitures. Et puis, une fois que l'entraînement a été fait, à chaque fois qu'il voyait une forme qui ressemblait à une voiture, il appliquait un petit carré sur l'image par après ici. Donc, le principe a été utilisé sur des données géospatiales. On sait qu'à différents niveaux, c'est souvent les visages qui étaient visés pour être détectés par la vision par ordinateur, mais ça s'applique bien plus qu'à des visages aussi. Donc, les données géospatiales, un exemple ici, c'est détecter des voitures. Par exemple, si on veut les compter dans un stationnement ou d'autres choses, c'est un outil qui peut être intéressant ici. Après ça, ce qui a été fait dans ce cas-ci, donc, il y a eu une collecte de données et un pré-traitement, donc c'est la portion d'entraînement d'algorithme. C'est l'outil OpenCV pour Computer Vision qui a été appelé avec FME via le Raster Object Detector. C'est le transformer qui permet d'appliquer la vision par ordinateur. Donc, Raster Object Detector, le nom le dit, c'est un détecteur d'objets dans un raster ou une image ici. Et puis, la dernière portion, c'est de découper les rectangles, tourner ou rotate pour qu'ils soient bien alignés avec l'objet sur l'image en sortie ici. La même idée a été appliquée sur les toitures de maison ici. Donc, c'est le même principe. Si, par exemple, un cas d'utilisation qui pourrait être là, c'est un suivi par une MRC ou une ville de détecter les nouveaux bâtiments lorsqu'ils reçoivent une nouvelle photo aérienne. Donc, si on est capable d'entraîner un algorithme qui va nous les détecter pour nous, ça va soit aider pour la portion du dessinateur à retracer les bâtiments. Ça peut même, si l'algorithme est assez bon, ça pourrait même remplacer une bonne partie du travail ou du moins l'alléger beaucoup plus facilement. Ce qui est le fun, c'est que maintenant les imageries aériennes peuvent être prises par drone aussi, donc on s'attend à avoir de plus en plus d'images aériennes qui peuvent être utilisées pour différents projets. Si on est capable d'utiliser la vision par ordinateur, on va être capable justement de rentabiliser ou exploiter davantage cette source d'information-là qui normalement devait être traitée uniquement par une personne directement. D'autres utilisations, ça pourrait être par exemple compter ou essayer d'identifier les bacs à poubelles ou à recyclage ici, les traitements sur le type de végétation, etc. Dans ce cas-ci, petite note, si vous arrivez à voir, l'algorithme a été entraîné essentiellement avec des toitures à couleur claire. Donc, si c'est un brun ou un gris pâle, on voit que les rectangles ont été appliqués aux bons endroits. Mais pour les toitures foncées, il n'y en a pas beaucoup qui ont été envoyés à l'algorithme d'entraînement. Donc, on voit qu'il y a certains bâtiments sur lesquels il n'y a pas eu de détection. Ça, c'est justement une des limites à ce type de projet-là, c'est d'essayer, quand on entraîne l'algorithme de détection, de prendre le plus de cas possibles différents pour éviter qu'on arrive dans cette situation-là où est-ce qu'il identifie juste ces toitures de couleur claire. Ça peut marcher aussi également sur les images obliques. Donc, si ce n'est pas nécessairement une orthophotographie, mais on peut quand même utiliser et entraîner l'algorithme à faire la détection là-dessus ici. Les différents outils qui sont
qui sont là pour nous dans FME pour travailler avec la vision par ordinateur. On va avoir j'avais parlé tout à l'heure du Raster Object Detector. Là, ici, on va parler maintenant des différents outils externes qui développent les algorithmes. Donc, il y a le OpenCV, le Google Vision, Azure Computer Vision, Amazon Recognition. Il y a Pictera que je vais vous montrer dans un instant aussi, qui est assez intéressant pour ce qu'il peut détecter. C'est un service cloud, donc qui permet de détecter des images ou des objets sur des images satellitaires, aériennes ou même provenant de drones ici. Donc, c'est encore un exemple de toiture qui est là. Mais, même plus précis, je vais vous montrer 2 exemples sur le site web. C'est la détection de cracks dans une route, donc sur l'asphalte, et d'autres toitures. Et puis, ils ont mis accessible, je vais vous montrer ici, lui et lui ici. Donc, sur le site web, l'algorithme a détecté justement les cracks dans l'asphalte. Et si on zoome un peu, on peut voir que c'est quand même assez précis. Tous les polygones en orange, c'est la surface des cracks qui ont été détectés par l'algorithme. C'est peut-être pas parfait à 100%, ça donne quand même une bonne idée. Et puis, cette donnée de polygone-là, une fois qu'elle est extraite du computer vision, on peut l'utiliser dans FME pour soit calculer la densité dans un endroit ou calculer un volume et peut-être même estimer ou interpoler de ça des estimations de travaux qui auront à être faits sur les routes. Donc, c'est quand même assez intéressant jusqu'où ça peut être utilisé à ce moment-là. Évidemment, ça prend une résolution adéquate pour pouvoir aller faire le calcul là-dessus. Donc, ça, c'est avec Pictera. Et également ici, un autre endroit. Donc, c'est peut-être un milieu urbain moins structuré que ce qu'on est habitué, mais on peut voir que beaucoup de bâtiments ont réussi à être reconnus, les polygones bleus sur les toitures ici, et ça permet de faire des analyses très intéressantes là-dessus sans avoir besoin de les compiler manuellement. Donc, il y a des nouveaux outils à utiliser qui sont assez prometteurs. Ici. Une petite alternative intéressante ici, un test qui a été fait pour la vision ordinateur, mais sur un vidéo ici. Donc, on a une séquence, une boucle de 5 secondes qui montre une intersection où est-ce qu'il y a une circulation de véhicules. Et ils vont utiliser ce qu'ils appellent le slit scan photography ou la photographie à pente pour calculer le nombre de voitures qui passent à un endroit. L'idée derrière ce type de photographie ou de traitement-là, c'est que c'est une image qui représente l'espace-temps. Chaque colonne dans l'image, chaque colonne de pixels, c'est un moment précis dans l'image. Et puis sur l'axe X, donc à l'horizontale, c'est le temps qui est écoulé ici. Donc, c'est comme une animation statique un peu. Ça, c'est une photo du garçon de Dimitri. J'essaie qui lui a demandé dans le fond de juste tourner sur lui-même et l'image qui en résulte ici. Donc, on peut voir un peu le mouvement qui a lieu de la rotation ici. Maintenant, appliqué sur les décomptes des voitures, à chaque ligne foncée de couleurs différentes, on peut intégrer ça que c'est une voiture qui passe. Donc, on va voir une voiture en rouge passer à un moment donné et quelques instants par après, une voiture grise et puis une voiture jaune tout de suite après ici. Le reste du gris qui est relativement uniforme, c'est la route. À chaque nouvelle ligne, on pourrait en intégrer que c'est une nouvelle voiture qui passe et puis ultimement, on analyse sur cette image-là, mais on va pouvoir faire un décompte des voitures qui passent. Donc, ça a été fait avec FME, une petite capture d'écran du workspace qui est en dessous ici. C'est un Raster Statistics Calculator et un Raster Subsetter. C'est pas trop compliqué dans comment le workspace est monté. Évidemment, il fallait inventer la logique pour le faire, mais c'est une alternative au computer vision aussi pour
pour cette fois-ci, dans ce cas-ci, c'est une vidéo. Donc, il y a d'autres ressources là-dessus ici, des liens que vous pouvez consulter si c'est un sujet qui vous intéresse. L'autre façon que je voulais vous présenter maintenant, c'est... non, excusez, c'est encore sur l'apprentissage machine dans FME. Donc, les meilleurs fournisseurs de vision par ordinateur détiennent également des outils pour le Natural Language Processing. Donc, ça, c'est pour analyser du texte. Donc, si vous voulez que l'ordinateur lise une phrase ou en dégage un sens, c'est également un domaine qui est en pleine croissance, le Natural Language Processing. Et c'est des nouveaux outils dans FME qui vont être disponibles, donc le Google Natural Language, Azure Text Analytics, Amazon Comprehend. Donc, encore une fois, des grandes compagnies qui mettent beaucoup d'efforts pour dégager des nouveaux outils dans l'apprentissage machine. Maintenant, la lecture de fichiers PDF ou comment moins se préoccuper de nos factures quand on va les traiter ou automatiser un traitement autour des reçus PDF qu'on peut recevoir. Donc, l'idée, c'est de tout automatiser, les reçus, les factures, autres documents comptables avec FME Server ici. Un exemple d'une belle facture de requin avec des laser beams attached to their heads à 1 million ou 1 milliard de dollars ici. Cet exemple-ci, c'est juste une petite image d'une facture de Dr. Evil en PDF. Donc, le test qui a été fait, c'était une réception de la facture en PDF par courriel ici. Donc, avec FMS Server, on peut établir des règles pour regarder des boîtes courriel pour des messages qui sont reçus. Donc, une fois que c'est fait, on extrait le document PDF via les automations. On roule un workspace qui utilise le reader PDF pour en extraire l'information. Il y a un autre workspace FME qui va traiter l'information du PDF pour en extraire le montant à payer. On va enregistrer ensuite le montant dans une base de données et on va retourner une notification de succès de traitement à l'utilisateur. Excusez si c'est pas super, la résolution n'est peut-être pas géniale là-dessus ici, mais ce que je voulais vous montrer dans le fond, c'est l'idée du processus. Donc, on a notre trigger sur FMS Server, c'est une observation sur une boîte de courriel, un peu comme le Direct to Watch, mais sur une boîte de courriel. On va ensuite on va avoir un filtre pour savoir si c'est une facture de gaz, d'hydro, d'électricité ou une facture de téléphone. Et puis, dépendamment du résultat du filtre, on va traiter ça dans un workspace différent. Ici, donc, il y a un workspace pour les factures de gaz, une facture d'électricité et un workspace pour les factures de cellulaire de communication. Et puis, le tout après est envoyé via des notifications par courriel sur le traitement de la donnée. Et puis, en parallèle à ça, on archive, on stocke l'information sur un Google Sheet qui va stocker toute l'information des factures qu'on soit pour qu'on puisse en avoir un total soit mensuel ou pouvoir archiver toutes nos factures à un endroit. Donc, tout ça sans qu'on ait besoin d'ouvrir nos courriels et d'entrer l'information, c'est géré par FMS Server. Je vais passer un peu plus rapidement, il me reste quelques petites choses à vous montrer, on approche bientôt de la fin. D'autres ressources qui vont être disponibles dans le PowerPoint, si c'est des informations qui vous intéressent, donc la lecture par PDF. C'était pas optimal il y a quelques années, mais ça s'en vient de mieux en mieux. Utiliser R. Tout le monde peut utiliser R. Donc, maintenant, avec FME, c'est vraiment simple parce qu'il y a le transformer qui s'appelle le R-Caller, donc, ou le R-Caller, qui permet d'utiliser des fonctions, des appels de calcul dans R pour traiter la donnée. Donc, il y a un projet qui a été fait avec l'organisme BC Cancer qui avait trop de données à analyser manuellement. Donc, Safe Software s'est proposé pour les aider à réduire le nombre de processus manuels en montant des workspaces FME pour les aider à analyser les données. Donc, avec le R-Caller, ils ont pu appeler les fonctions R que BC Cancer avait créées, mais en batch sur les plusieurs types de données qu'ils avaient à traiter. Donc, ça leur a évité de travailler manuellement dans R, chacun
chacune des sources de données, que ce soit trop long. Avec FME, on peut automatiser plusieurs calculs pour en voir les résultats, vu que FME peut traiter beaucoup de données à la fois. Il y a également une portion de R qui permet de faire des visualisations dans le Custom Transformer qui s'appelle le Ray Shader Caller. Donc, je voulais juste vous montrer des images qui sont intéressantes ici pour des résultats en 3 dimensions très intéressants dans des calculs avec R ici. Et puis, finalement, nouvelle lumière sur la réalité augmentée ou des nouveautés dans la réalité augmentée. Donc, comment ça fonctionne dans FME? Avant, dans la démonstration de l'année passée, un modèle était envoyé à FME et R, et puis avec une surface plate, on pouvait l'afficher, et un peu comme les autres outils de réalité augmentée, on pouvait tourner autour d'un objet pour le voir avec la réalité augmentée. Maintenant, avec FME, les jeux de données, modèle 3D, image raster, polygone, peuvent être utilisés en entrée source pour le convertir en FME et R. Et là, on peut les voir en réalité augmentée dans l'application, mais sont géolocalisés aussi. Donc, là, le petit vidéo ne fonctionne pas ici, mais je vais vous montrer dans un instant. On peut voir maintenant il y a un support pour si la donnée est sous l'élévation 0. Donc, si vous avez des conduites souterraines qui sont géolocalisées avec le FME et R, vous pourriez les voir sur le terrain de manière correcte sans qu'elle s'affiche à une altitude qui ne devrait pas être. D'autres exemples d'utilisation, ce serait voir les endroits où les trajectoires futures de forêt, catastrophes naturelles. Donc, ils ont listé ici une couple d'exemples d'utilisation. Mais par exemple, en tourisme aussi, voir les lieux d'importance, voir les données CAD avec les morceaux et les différentes étiquettes. En éducation, si on veut ajouter ou ajouter des trucs, donc on pourrait ajouter bonifier notre donnée dans FME et puis la voir sur le terrain avec FME et R. Donc, d'autres exemples de même. Je voulais vous montrer, avant de terminer, une petite vidéo qu'ils avaient fait avec les données géolocalisées ici. Donc, c'est des landmarks, ou du moins, c'est comme des statues ou des lieux historiques à consulter et qui sont visibles parce qu'ils sont géolocalisés. Donc, dans l'application de réalité augmentée, on voit des colonnes à leur localisation avec la distance à laquelle ils se trouvent. Et puis, si la personne se déplaçait jusqu'à la place, mais on pourrait voir la distance qui se raccourcit et jusqu'à ce qu'il arrive à la bonne place ici. Donc, c'est quand même quelque chose qui va plus loin que juste montrer le modèle sur une surface plate et tourner autour. On peut les voir maintenant sur le terrain. Donc, quelque chose de vraiment intéressant. Je suis certain qu'il y aura des beaux projets qui vont sortir de cette nouveauté-là sur FME et R. Donc, d'autres liens ici utiles si c'est un sujet qui vous intéresse. Tutoriel, il y a un blog sur FME Server pour les modèles en réalité augmentée. Donc, en espérant que cette aventure, cette présentation cette aventure de données vous aura ressourcé ou inspiré. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. José, je suis prêt à prendre des questions si jamais il y en a qui ont été posées dans la deuxième partie ou la première. Donc, merci beaucoup. Oui, on a 2 questions. Alors, s'il y en a d'autres qui ont des questions à nous adresser, prenez le temps de les écrire et puis on va avoir le temps d'y répondre. Alors, je vais avec la première question, Félix. Est-ce que le webhooks pourrait faciliter les notifications vers texto? Vers texto, c'est une bonne question. Ça dépend si le texto doit être est-ce que c'est la source du webhook ou si on veut l'envoyer en texto, donc dépendamment de quelle direction on veut le travailler. Je sais qu'on peut envoyer, il y a le Twilio Connector sur un Custom Transformer sur FME que j'avais testé avec Patrick. On envoyait, c'était via FME Server, mais on envoyait une notification par message texte directement à l'utilisateur au lieu
au lieu d'un courriel, par exemple. Donc, si on est hors réseau, qu'on n'a pas de données puis qu'on ne peut pas consulter nos courriels, un message texte aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a évidemment des petits frais qui s'appliquent vu qu'on utilise un service cellulaire. Donc, je sais que pour une notification, si on veut envoyer une notification texto, c'est possible. Si ça va se faire via le webhook, c'est possible. Peut-être que ce serait une manière de faire s'il y a un problème de performance via le système de notification régulier. Pour ce qui est de traiter un texto qui entre, ce serait à tester, mais j'imagine que c'est quelque chose qui serait intéressant à voir. Je ne sais pas si ça va passer par le webhook parce qu'il faut que ce soit quelque chose de connecté sur le web pour que ça fonctionne. Donc, il y a un peu d'incertitude sur la portion texto entrant, je vous dirais. Merci, Félix. Alors, pour la deuxième question, c'est en rapport avec la deuxième présentation que tu as faite. Est-ce que les transformers spécifiques à une compagnie fonctionnent avec des images propres à ces compagnies? Par exemple, le transformer Google fonctionne juste avec des images Google. Ah, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse, mais si je peux la chercher, vous la retourner. On a nos coordonnées qui sont là juste ici. Félix L pour l'affront tout le camp à consortec.com. Si vous voulez m'écrire, je vais pouvoir chercher l'information pour vous, la revenir. Tant qu'à moi, c'est peut-être pas réservé. Généralement, pour les transformers qui sont spécifiques à des compagnies comme Google ou Mapbox, je sais que c'est un exemple parallèle que je vais donner, mais pour Mapbox, si vous voulez utiliser leur module de géocodage, leur API, dans le contrat d'utilisation, c'est spécifique qu'il faut que la carte utilise uniquement Mapbox en sortie. Donc, je pense que l'origine de la question est peut-être liée à ce genre de contrainte d'utilisation-là. Si c'est la donnée intrante qui est différente, il faudrait que je vérifie. Je me dis que peut-être qu'il pourrait traiter peu importe l'image qui rentre, mais peut-être qu'un certain format d'image va avoir des métadonnées qui vont devoir être utilisées par cet outil-là propriétaire. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je vais faire la recherche et j'aimerais pouvoir la donner en réponse à cette personne-là. Je pourrais contacter les gens de Safe directement. Parfait. Alors, j'ai pas d'autres questions ici dans la section de Q&A. Vous avez à l'écran l'adresse courriel pour Félix qui pourra vous répondre à ça. Vous avez également la mienne. Moi, je suis au département des ventes. Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire si on peut vous aider d'une quelconque façon. Cet enregistrement-là va se retrouver sur notre site Internet, celui de Consortec. Je vous invite à consulter notre site justement pour voir aussi les prochains événements à venir. Il y a d'autres webinaires qui suivront, notamment la semaine prochaine. Et si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous à notre infolette. De cette façon-là, vous serez toujours informé de ce qui s'en vient pour nous. Alors, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été présent et on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous revoit bientôt. Merci. Merci beaucoup.